Bonjour à tous, c'est Seb et j'avais une petite annonce à vous faire. Vous avez envie de découvrir les meilleures courses et les meilleurs trails? Sur Trail Run Advisor, consultez des avis et des photos de coureurs comme vous. Évaluez la beauté des parcours, la qualité de l'organisation ainsi que le niveau de difficulté. Partagez votre expérience et aidez les autres coureurs à choisir leurs prochaines aventures. Trail Run Advisor, c'est le compagnon indispensable pour les passionnés de course à pied. Visitez sans plus attendre trailrunadvisor.com. Je vous laisse sans plus attendre reprendre l'écoute de votre épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 256, dans lequel j'ai l'honneur d'accueillir Marie Perrier, une athlète mauricienne en préparation pour les Jeux Olympiques de Paris sur la distance mythique du marathon. Cet échange enregistré en direct de Font-Romeu puisque Marie était en stage début juillet, elle nous partage son parcours de ses débuts à Maurice à sa carrière en France. Elle aborde ses expériences en trail mais aussi sa découverte de la course sur route avec le marathon. Marie aborde les défis de la double carrière qu'elle a pu mener, celle d'athlète et d'étudiante, l'importance de la préparation physique, la gestion également des soutiens financiers et des sponsors, ce qu'elle appelle son écosystème. Elle nous raconte aussi ses exploits aux Jeux des îles de l'océan Indien et sa qualification pour les Jeux Olympiques de Paris décrochée du côté de Valence en décembre 2023. Marie nous inspire avec ses moments de doute, ses victoires, mais également ses apprentissages. Elle vous partage ses conseils pour maintenir l'équilibre entre l'entraînement et la vie personnelle. Je remercie bien évidemment Marie pour sa disponibilité à quelques heures de s'élancer sur ce marathon olympique le 11 août prochain. Et il est donc temps pour moi de vous laisser en compagnie de Marie Perrier, de l'île Maurice au marathon des Jeux Olympiques de Paris. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marie, sois la bienvenue sur le podcast À côté de mes pompes. Alors aujourd'hui, cap sur l'océan Indien, l'île Maurice plus particulièrement, même si à l'heure où on échange, tu es du côté de Font-Romeu, mais je te souhaite la bienvenue, toi qui es une athlète, donc mauricienne, qui va concourir pour les Jeux Olympiques. Mais on va vite découvrir dans l'interview aujourd'hui que tu as d'autres terrains de jeu préférés. C'est une sportive complète en course à pied que j'accueille ce soir. Sois la bienvenue Marie. Salut Sébastien, merci de m'inviter sur ce podcast parce que j'écoute régulièrement tes podcasts en courant aussi. Donc, un réel plaisir de partager ces moments. Marie, est-ce que tu peux te présenter pour revenir un petit peu sur ce qu'a été ton enfance, tes premiers pas sur cette belle île qu'est Maurice et également comment tu es arrivé à pratiquer le sport, la course à pied, depuis quand tu as chaussé les baskets sur des terrains très variés, que ce soit la piste, le trail, la montagne et aujourd'hui la route. Oui, alors pour me présenter, j'ai 29 ans, je suis mauricienne, donc je suis née à Maurice et j'ai grandi à Maurice également. Je suis arrivée en France pour mes études il y a 9 ans et depuis, je me suis installée et je suis restée après les études en France parce que j'adore ce pays et que j'adore aussi faire de la course à pied ici. Et donc, j'ai fait des études en communication et là, actuellement, je me prépare pour les Jeux Olympiques sur la distance du marathon, donc je ne travaille pas. Et enfin, c'est mon travail, je veux dire, la course à pied. Et voilà, j'ai commencé la course à pied depuis petite, on va dire, c'est mon sport favori. J'ai toujours été très sportive, très hyperactive aussi. J'ai fait petite beaucoup de choses, de la natation, du tennis, je faisais des cours de roller aussi à l'école, je faisais du football, j'ai touché à plein de sports et vraiment ce que je préférais le plus c'était la course à pied. Alors je pratiquais pas de la course à pied en dehors de l'école parce que le stade d'athlétisme était trop loin de chez moi.
mais c'était voilà, je faisais toujours les crosses à l'école, à la cour de récré, j'étais toujours celle qui courait partout. Vraiment, je m'arrêtais pas. Et donc j'ai commencé réellement la course à pied, à courir un petit peu avec le début du trail running à l'île Maurice. C'est un ami qui m'avait emmené à mon premier trail. Il m'a incité à y participer et donc moi, il se trouve que j'adore la compétition aussi, donc j'ai tout de suite trouvé mon bonheur. Voilà, course à pied, nature, compétition. Et donc j'ai commencé le trail à l'âge de environ 17 ans. Et sinon à cet âge-là, comme je te disais, je faisais pas un sport en particulier, mais par contre, j'allais tous les jours à la salle de sport. Je courais un petit peu sur tapis, un peu sur la plage. Voilà, beaucoup d'activités tous les jours. J'ai tous les jours besoin d'avoir ma dose de sport. Et donc, voilà, quand je suis arrivée en études en France, il y a 9 ans, je pouvais plus faire du trail parce que j'étais à La Rochelle. Et donc, je me suis mise dans un club d'athlétisme. J'ai fait du demi-fond avant de repartir sur du trail par la suite. Et donc voilà, j'ai eu mes premiers sponsors et j'ai fait mes premiers podiums, etc. en trail en France, sur les trails connus. Et ensuite, petit à petit, je me suis dirigée un peu sur la route, sur les distances sur route, et sur piste aussi, parce que je souhaitais aller chercher des records nationaux à l'île Maurice qui étaient à ma portée. Et donc aujourd'hui, j'ai 5 records nationaux à Maurice. Et donc voilà l'explication de la transition un peu entre le trail et la route. Comment s'intègre la pratique du sport dans l'éducation et dans les apprentissages à l'île Maurice? Est-ce que vous avez, comme on peut l'avoir en France, des sessions de recrutement, des sessions comme les jeunes peuvent avoir en France, tu vois, avec l'UNSS, où c'est une pratique qui est encadrée par les établissements scolaires? Est-ce que c'est comme cela que tu es venu à la course à pied? Et tu pourras parler peut-être des infrastructures. C'est dommage, les infrastructures sont pas développées pour inciter les jeunes à faire du sport. Pas suffisamment du moins. À l'île Maurice, par exemple, en France, ici, c'est commun d'avoir des écoles d'athlé pour les plus jeunes, et donc ils commencent l'athlé vraiment dès le plus jeune âge. À Maurice, il n'y a pas ces structures organisées là, et donc c'est plutôt par contre les parents qui inscrivent les enfants sur les activités extrascolaires. Et donc dans des clubs de sport pour faire du foot après l'école ou de la natation ou des choses comme ça. Mais donc du coup il faut déjà avoir les moyens de pouvoir le faire. C'est pas donné à tout le monde. Et donc voilà, à mon sens, c'est pas suffisamment accessible ce genre d'activité. En termes de difficultés, le terrain de jeu qu'offre Maurice par rapport à l'île voisine, qui est l'île de la Réunion. Est-ce que les trails sur Maurice sont plus difficiles que sur l'île de la Réunion? Alors, plus difficile, alors c'est plus technique. C'est-à-dire que nous, les sentiers, ils sont pas aussi bien entretenus qu'à l'île de la Réunion. Et nous, on va droit dans la pente, du coup, quand on doit faire une ascension. Alors qu'à la Réunion, souvent, on fait des zigzags pour pouvoir monter et du coup, plus de distance. Nous, on fait moins de distance, mais du coup, on prend le dénivelé plus rapidement. Après, par contre, justement, à La Réunion, on a plus de dénivelé parce que à l'île Maurice, le sommet est pas très très haut. Donc le sommet de l'île, donc voilà, on a disons qu'on a plus de terrain de jeu à La Réunion, mais à Maurice, c'est plus technique. Aujourd'hui, tu n'as pas pris part au Grand Raid du côté de La Réunion. Tu as réalisé des trails en Europe, en France, mais jamais sur l'île de la Réunion. Alors non, j'ai pas participé au Grand Raid, course mythique du coup. Par contre, je l'ai fait en randonnée. J'ai traversé la Réunion en 2015 sur 7 jours, je crois. Donc je connais le parcours et c'est magnifique, quoi. Comment tu as vécu, Marie, cette obligation de quitter ton île pour mener tes études en France? Tu t'es installé du côté de La Rochelle. Aujourd'hui, tu es du côté de Montpellier. Tu n'as pas choisi le nord de la France ou l'est, là où il fait très froid. Tu as quand même gardé un côté sud où on peut avoir une météo quand même sympa. Oui, en fait, le choix de La Rochelle, j'avais pas vraiment le choix quand je suis arrivée en France.
C'était un peu une situation dans laquelle je me suis retrouvée, c'est-à-dire qu'après le bac, moi j'avais fait il y a une filiale de Sciences Po qui avait ouvert à l'île Maurice, donc j'avais débuté mes études à l'île Maurice. Et ensuite, il se trouvait que cette filiale, cette branche de Sciences Po a dû fermer. Et donc, on était dans l'obligation de se réorienter. Et à Maurice, à mon époque, il y avait très peu de choix d'études supérieures. Donc, forcément, comme j'ai fait un lycée français, la plupart des gens, du coup, vont faire leurs études en France. Et donc, c'est tout naturel pour moi de partir en France. Et c'était vraiment la période que j'attendais le plus parce que déjà après le bac, je voulais directement rejoindre la France, mais pour des raisons économiques, c'était compliqué pour mes parents. Mon frère étant déjà en études, et donc voilà, j'ai débarqué en France en 2015, et là c'était vraiment c'était une joie pour moi. Et du coup, le choix de La Rochelle, c'était parce que je me suis retrouvée dans une situation où en fait les inscriptions dans les autres universités étaient déjà fermées, et j'avais une amie qui étudiait à La Rochelle et qui a pu faire passer mon dossier à la responsable de l'établissement, et donc j'ai été acceptée hors Parcoursup du coup. Donc voilà, c'était La Rochelle. Mais c'est un endroit qui m'a plu parce que du coup je retrouvais la plage, et, la mer, et voilà. Ensuite, tu as mené de front les études et poursuivi ton ascension vers ces chronos que tu affiches aujourd'hui. Comment tu as mené ces différentes préparations, ces différentes compétitions entre 2015, ton arrivée en France, et aujourd'hui, à quelques semaines de concourir sur les Jeux Olympiques? Comment tu pourrais expliquer cette progression? Est-ce que tu en étais consciente? Est-ce que un entraîneur a révélé ton potentiel? Est-ce que c'est cette arrivée en France qui t'a fait basculer vers cette compétition de haut niveau que tu fréquentes aujourd'hui? Forcément, mon arrivée en France m'a permis de vivre toutes ces choses, parce qu'à Maurice, le niveau est pas très élevé, et puis on se confronte pas à la concurrence du coup internationale. J'avais également pas à Maurice une structure autour de moi, un écosystème plutôt dédié à la performance, c'est-à-dire avec un entraîneur, un club, des sponsors, des compétitions aussi sur lesquelles je peux m'aligner. Donc du coup, forcément, quand je suis arrivée ici, j'ai découvert tout ça. J'ai commencé à mettre en place toutes ces choses, c'est-à-dire en premier lieu l'entraînement structuré. Et donc forcément, avec de l'entraînement et de l'envie surtout, on arrive à de grandes choses. Donc petit à petit, mon niveau a progressé, et j'aime cette progression, et je me suis entourée des bonnes personnes, et j'avais aussi faim de toujours progresser, quoi. Alors, quand tu parles d'écosystème, qu'est-ce qu'il y a dans cet écosystème? Que des aspects économiques, où il y a de l'humain avec, comme tu l'as dit, un entraîneur, peut-être des gens qui vont t'aider dans la préparation physique, dans les soins. Ouais. Qui compose ton staff aujourd'hui? En premier lieu, déjà mon écosystème de quand j'ai commencé et aujourd'hui, c'est pas du tout le même, parce que du coup avant, au début j'avais pas de financier, et maintenant j'ai du financier. J'ai plus de sponsors aussi. Donc au départ, c'était vraiment juste un club d'athlétisme avec l'entraîneur du club, qui du coup me donnait pas des séances personnalisées propres à moi, c'était des séances en groupe, donc faites pour le groupe. C'était pas des séances individualisées. Donc déjà ça, c'était quand même une discipline, un entraînement régulier, donc forcément j'ai progressé. Donc à cette époque, j'avais que le club. Et après, moi, je me suis toujours aussi intéressée à tout ce qui était facteur de performance. Et comme je voulais progresser, je mettais personnellement en place des choses comme des étirements, du renforcement, surveiller un peu sa nutrition aussi. Donc voilà. Et plus j'ai évolué, plus j'ai progressé, et plus je me suis professionnalisée, et plus cet écosystème, plus un écosystème s'est créé autour de moi. C'est-à-dire, déjà, j'allais changer de coach. Je me suis blessée aussi, donc j'ai eu affaire à un médecin du sport. Donc maintenant j'ai mon médecin du sport qui me suit. J'ai un kiné qui me suit aussi. Si je dois aller voir un ostéo, je sais qui aller voir. Et après j'ai surtout des sponsors. Mais quotidiennement, je dirais que mon écosystème
mon entraîneur en premier lieu, mes partenaires qui me permettent de me dédier à ma pratique, mes proches aussi qui m'encouragent dedans et voilà, et mon kiné aussi qui me suit, quoi. Ces sponsors qui aujourd'hui, Marie, te permettent de vivre totalement donc cette passion, cet amour de la course à pied pour te préparer là pour les Jeux Olympiques. Comment tu les as choisis? Comment tu les as démarchés? Et est-ce que cette formation, ces études dans la communication et le marketing sont là aussi pour t'aider? Est-ce que tu les as choisis, ces études, en vue de pouvoir derrière construire ta carrière, ou est-ce que c'est le pur hasard? Non, j'ai pas choisi mes études pour construire ma carrière sportive. Et aussi, il n'y a pas que les sponsors, il y a aussi ma fédération à l'île Maurice qui m'aide. Donc ça, c'est important aussi, c'est chouette de pouvoir avoir cette aide. Et ensuite, c'est vrai que mes sponsors, c'est moi qui les gère. J'ai pas d'agent. Et je pense que mes études m'ont un peu aidé là-dedans, c'est-à-dire que je sais un peu comment le faire, comment démarcher des entreprises. Donc à chaque fois en début d'année, fin d'année ou début d'année, je m'accorde une période où en fait je construis mon dossier de sponsoring, je démarche des entreprises, je vais les rencontrer. Et donc voilà, c'est tout un travail, ça prend quand même pas mal de temps. Voilà, Oka, c'est le premier sponsor que j'ai démarché, c'était Oka. Du coup, c'était en 2018-2019. J'avais été aidée par mon coach et je connaissais quelqu'un aussi qui était déjà chez Oka, ce qui a facilité mon entrée. Et ensuite, par la suite, petit à petit, j'ai construit mes dossiers et je pouvais bénéficier aussi de cette visibilité qu'Oka m'offrait pour valoriser mon image. Voilà. En termes de rétribution, donc ça peut être un soutien financier, au cas pour les équipements, quelles sont les contreparties qu'ils te demandent? Est-ce que c'est une mise en avant de la marque pour des sponsors peut-être un petit peu plus privés, notamment mauriciens? Quelle contrepartie ils te demandent? Tu mets en avant de toute façon l'île et le pays à travers tes performances, à travers les compétitions. Mais est-ce qu'il y a autre chose derrière? Déjà, un partenariat pour moi, c'est deux entités et c'est une relation gagnant-gagnant. C'est-à-dire que je vais pas avoir les entreprises et les marques en disant voilà, moi j'ai besoin de ça. En fait, je vais dire moi j'ai besoin de ça et je sais que vous avez besoin de ça aussi. Et en fait, c'est vraiment cette démarche de moi je peux vous apporter ça et ne pas simplement aller demander quelque chose. Voilà, donner quelque chose aussi en retour, ce qu'on peut. Ça, je pense que c'est une démarche importante à avoir aussi. Et donc, j'ai oublié le début de ta question. C'était quelle contrepartie en dehors de l'image tu peux leur apporter? Si tu as des actions concrètes, par exemple. J'ai plusieurs actions concrètes. Déjà, ça va dépendre du budget que l'entreprise m'accorde. Et en fonction du budget, j'ai plusieurs actions, en fait. Et donc, ça, c'est détaillé dans mes dossiers. Et ça peut être des interventions auprès des employés, des runs, de la visibilité sur les réseaux, quoi qu'il en soit, mais des demandes spécifiques pour l'entreprise. Enfin voilà, j'ai plein d'actions que je détaillerai pas forcément voilà comme ça, mais voilà, je mets en place plusieurs choses pour les entreprises, quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même un choix que tu as mené de pouvoir être professionnel et de te dédier 100% à ta pratique de la course à pied. Est-ce que c'était nécessaire? Parce que on le voit, la plupart des sportifs, à un moment donné, il y a une bascule qui s'opère. Si on veut aller dans la performance, gravir les échelons comme tu les as gravis, il faut être focus 100% sur son activité sportive, même si tu l'as dit, tu gères toi-même cette communication, ces relations avec les partenaires. Ça fait un emploi du temps qui doit être bien chargé quand on met tout ça bout à bout. Ouais, effectivement, ça prend quand même pas mal de temps parce on a quand même pas mal de sollicitations. Après, j'ai quand même des sponsors aussi très cool qui ne me sollicitent pas énormément non plus, mais j'essaye de faire du travail qualitatif avec eux. Donc les choses qu'ils me demandent, ça prend quand même un peu de temps, mais voilà, priorité c'est quand même dédié à l'entraînement.
Et donc mes journées sont effectivement bien remplies. Et pour revenir du coup sur la gestion entre la vie pro, si quelqu'un travaille et s'entraîne en même temps, c'est vrai qu'on pourra progresser, mais jusqu'à une certaine limite. Si passe à un moment, si tu veux passer un palier, en fait, t'es obligé de te dédier pleinement à ça. Arriver au niveau dans lequel je suis, si je veux progresser, je suis obligée de faire comme les autres. Et donc c'est pas que du temps à l'entraînement, c'est pas que parce que moi je m'entraîne 2 fois par jour, c'est pas que du temps passé juste à aller courir, c'est aussi la récupération qu'on a entre, et c'est ça qui va faire la différence aussi. C'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup et qu'on peut pas mettre en place si on a un travail à côté. Je pense aux soins kinés, aux étirements, au massage, le fait de se reposer, donc faire des siestes pour pouvoir enchaîner, faire des siestes ou juste moi je dors pas forcément la journée, mais voilà, après le déjeuner je me pose en position allongée, je fais des bottes de récupération, voilà, il y a plein de choses vraiment qui prennent quand même pas mal de temps. Et en plus de ça, du coup je gère aussi mon administratif et ma communication. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et comme on a un sport très énergivore, voilà, je dois quand même garder aussi du jus pour mes entraînements, quoi. Sur une semaine, tu le disais, 2 entraînements, est-ce que c'est le cas tous les jours ou est-ce que tu t'accordes quand même un petit peu de repos, une demi-journée où c'est off, où tu vas être finalement à ne pas sortir les pompes du placard? Déjà, ça dépend à quel moment de l'année je suis, à quel l'échéance elle a combien de temps. Donc déjà en semaine en général c'est 2 fois par jour, du lundi au vendredi. Après là où je pose les pompes, c'est parfois du coup sur par exemple des séances de musculation, ça va compter, je le compte comme une séance. Et du vélo aussi, des fois je remplace la course à pied par du vélo. Sinon le week-end par contre c'est samedi, le samedi ça peut être 1 à 2 séances. Par contre le dimanche je fais toujours une seule séance. Et du coup mais une séance plus longue par exemple. Enfin pas forcément, mais c'est parfois le cas. Et après je jauge beaucoup aussi en fonction de mon ressenti, de ma fatigue, et j'adapte beaucoup. Donc tu as cette capacité, parce que c'est le propre des sportifs professionnels, à te connaître. Vous êtes un peu comme des Formule 1. Je compare souvent les athlètes pros à ce type de véhicule. C'est du réglage, et tout ce que tu fais en dehors de l'entraînement physique, toutes ces séances de course à pied, derrière, il y a tout l'iceberg qui n'est pas visible, cette récupération, cette nutrition, cette alimentation. Au niveau fédéral, Marie, tu le disais, ma fédération m'accompagne, m'aide. Alors, à distance, à 10 000 kilomètres, comment c'est possible de pouvoir vous accompagner, vous les athlètes mauriciens, et toi en particulier? Il y a quand même un certain espacement entre la fédération et toi sur un plan physique. Oui, en fait, l'accompagnement, déjà, c'est ma fédération, c'est plutôt le ministère des Sports. Donc, on a juste une allocation budgétaire par mois en fonction de notre niveau. Et donc, comme moi, j'atteins le plus haut niveau au niveau international, je peux pas monter plus haut en termes d'allocation. Donc, mensuellement, j'ai une aide. Et cette aide, elle est revue tous les 3 mois. Donc, par contre, si on performe pas, passer 6 mois, en fait, je dois avoir en fait une performance qui justifie mon niveau international tous les 6 mois. Sinon, mon aide, elle est réduite. Et donc, voilà, c'est comme ça. Vous êtes combien d'athlètes qui allaient prendre part aux Jeux Olympiques sous les couleurs de l'île Maurice pour ces Olympiades parisiennes? Là, ce jour, si je dis pas de bêtises, on est 10. Donc moi, je suis seule en athlétisme. Après, il y a le cyclisme, le VTT, le badminton, le kitesurf, et je crois que c'est tout. Vous allez vous retrouver sur ces Olympiades parisiennes, où chacun est dispersé un petit peu à droite à gauche? J'ai pas beaucoup d'informations. Enfin, à vrai dire, j'ai quasiment pas d'informations. Étant donné que moi déjà je cours à la fin, je suis pas sûre que les autres ils restent sur le village tout le temps des Jeux, mais j'en sais rien en fait. Donc j'espère les retrouver quoi qu'il en soit. Mais moi je monterai
comme je cours en dernier, je monterai pas longtemps avant mon épreuve. Alors on va rembobiner, Marie, un petit peu le fil des éléments, puisque tu disais avoir 5 records dans l'historique des sports, donc sur Maurice. Est-ce que tu peux les évoquer? Parce qu'après, on va parler de ces Jeux des îles indiennes en 2023, avec là aussi des médailles. Et je voudrais savoir ce que tu as ressenti. Mais déjà... Jeux des îles de l'océan Indien. Les Jeux des îles de l'océan Indien, voilà, qu'on soit précis, en 2023. Quels sont les records accrochés au palmarès de l'île Maurice? Alors, j'ai le record du 5000 mètres piste, du 10 000 mètres piste, du 10 km route, puisque du coup, c'est différent, et du semi-marathon et du marathon. Avec, à côté, on l'a dit, une pratique également du trail, que ce soit sur Maurice, ailleurs, mais également sur de la haute montagne. Enfin, tu as vraiment tous les terrains de jeu à ton actif. Oui, après, on n'a pas de record pour le trail, quoi, ce qui est normal. Sur cette compétition, ces Jeux des îles de l'océan Indien en 2023, est-ce que c'était la première fois que tu portais les couleurs de Maurice et que tu représentais ton pays? Que je représentais mon pays, non, parce que j'ai déjà fait des championnats du monde ici, en Europe. Et ensuite, par contre, c'était mes premiers Jeux des îles parce que j'avais été sélectionnée en 2019 pour y participer. Donc c'est tous les 4 ans. Et j'avais été blessée, donc j'ai pas pu y participer. Donc en 2023, c'était mes premiers Jeux. Et les Jeux des îles de l'océan Indien, en fait, c'est ça, comme son nom l'indique, ça regroupe toutes les îles de l'océan Indien. Donc il y a la Réunion, les Maldives, les Comores, Madagascar, Maurice, et je crois que c'est tout. Et pour nous, c'est un peu comme nos mini Jeux olympiques, c'est-à-dire que il y a beaucoup de communication là-dessus, beaucoup de visibilité, c'est beaucoup d'engouement, d'euphorie, donc c'est vraiment suivi par, ça fait la une des journaux, quoi. Presque autant, voire si c'est pas plus que les Jeux olympiques. Enfin, vraiment, je me rappelle d'ailleurs quand je suis rentrée des Jeux des îles, on avait été accueillis comme des stars en fait. Puisque en 2023 c'était à Madagascar. Et tu revenais auréolé de belles performances avec de belles médailles. Donc c'est pour ça que tu as été accueillie comme une star sur Maurice. Ouais, j'avais fait le 5000 mètres piste, le 10 000 mètres piste et le semi-marathon, donc dans la même semaine. Et donc j'avais gagné le 5000 et le 10 000 et le semi-marathon j'ai fini 2e. Qu'est-ce qu'elles représentent, ces médailles, pour toi et la plus haute marche du podium avec l'hymne derrière? Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que ça a généré en toi? Forcément, chaque victoire, c'est un plaisir et surtout, sachant que c'est hyper important pour mon pays, j'étais très satisfaite de cette performance. Après, j'étais très satisfaite de la place plutôt. Après, niveau chrono, c'était des chronos anecdotiques. Il fallait jouer vraiment, en fait, la stratégie. Donc, c'est pas couru vite. Ça me permettait moi, du coup, de m'économiser un maximum pour les épreuves qui suivaient. Et mon objectif, c'était vraiment de ramener. D'ailleurs, c'était de ramener 3 médailles d'or. Donc, j'ai pas réussi à ramener une médaille d'or sur le semi-marathon. Mais donc voilà, je partais dans cet objectif-là et donc c'est toujours un super plaisir d'honorer son pays, sa famille et aussi. Mais par contre, c'est pas mes plus belles victoires. Quelles seraient tes plus belles victoires alors? Mes plus belles victoires. Alors déjà, la réalisation des minima, c'est pas une victoire, c'est-à-dire que j'ai pas eu de médaille, mais c'était une victoire pour moi puisque ça m'a permis de me qualifier au jeu. Ensuite, j'ai eu plein de beaux moments, mais je pense qu'un des moments où j'étais peut-être le plus fière en dehors de tout ça, le podium qui m'a le plus marqué, là, en y réfléchissant, je pense que ça devrait sans doute être les championnats de France de trail en 2018. Parce que je commençais à peine à être, j'étais pas connue déjà dans le milieu. Je venais tout juste j'avais même pas encore signé chez Oka, mais j'avais contacté Oka et aussi j'ai fini première. Donc je suis montée sur le podium, mais j'ai pas été titrée championne de France puisque je suis mauricienne. Et le fait juste en fait de
pouvoir monter sur le podium et avoir quand même l'hymne de l'île Maurice, c'était quand même fort, quoi, et émouvant. Alors, à quel moment, après ces premiers pas très probants sur trail, tu as choisi de t'orienter vers la route, vers le marathon, parce que tu affiches aujourd'hui les minima pour participer aux Jeux Olympiques. Tu es finalement tout terrain, que ce soit la piste, la route, le trail. Tu arrives à prendre du plaisir dans toutes les disciplines et à être performante. Est-ce que ces disciplines, d'ailleurs, se complètent? Est-ce que tu en trouves finalement des transferts entre ce que t'apporte la piste dans ton entraînement, ce que va t'apporter le trail à un autre moment pour aujourd'hui asseoir ta performance sur marathon? Alors oui, il y a des transferts, mais après, si on veut vraiment être performant dans une discipline, il faut vraiment se spécialiser dans cette discipline. C'est pour ça que depuis 2023, je fais plus de trail et que je fais que de la route. Parce qu'à ce niveau-là, si on veut progresser, il faut vraiment se perfectionner dans la discipline. Après, par exemple, là, le parcours du marathon des Jeux Olympiques, il y a du dénivelé, donc je pense que mon passif de traileuse m'aidera, du moins je l'espère. Et donc voilà, c'est quand même une mémoire musculaire qu'on garde. Et voilà. Et après, oui, ça reste de la course à pied, mais c'est vrai que chaque discipline a ses spécificités. Le trail, ça reste quand même très différent de la route. Mais par contre, voilà. Par exemple, quand je m'entraîne pour de la route, je travaille quand même la VMA, le seuil, etc. Et donc, c'est quand même des qualités qui me seront bénéfiques sur un trail parce que du coup, là, j'aurai quand même une vitesse à plat beaucoup plus élevée, j'aurai une économie de course aussi. Et donc voilà, il y a plusieurs transferts comme ça qui se font, mais voilà, quand on veut performer à haut niveau, c'est vrai qu'il faut vraiment se spécialiser dans la discipline. Tes débuts en marathon, c'est 2023 ou c'est un petit peu avant que tu as découvert cette distance olympique? Exactement, mon premier marathon, c'était en mai 2022. Donc voilà, je l'ai préparé, je pense, sur 2 mois de mémoire, comme ça. Et donc voilà, l'objectif, c'était vraiment d'aller chercher un record national vieux de 30 ans. Et le défi, l'objectif, c'était de faire 2h45, enfin en dessous de 2h45 pour avoir le record. Et donc l'idée m'a plu de me dire que si je battais le record, peut-être que pendant 30 ans aussi, il restera celui-là. Donc j'ai préparé le marathon sans vraiment délaisser le trail aussi, parce que à cette époque-là, voilà, mon objectif c'était de continuer à performer sur trail. Et mes sponsors m'accompagnaient notamment pour du trail. Donc voilà, après mon premier marathon, j'ai aimé la préparation, j'ai aimé l'effort. Donc quand l'opportunité s'est présentée de faire un deuxième, j'ai accepté. Et voilà, de fil en aiguille, ça m'a amené sur mon marathon. J'ai fait la qualification. De 2h45, on en était loin, parce que la qualification, les minima, c'était aux alentours de 2h26, il me semble. Donc là, c'est pas 30 ans, c'est 50 ans qu'il va rester le record. Oui. Alors déjà, mon premier marathon, c'était quand j'avais visé 2h45, j'avais fait 2h39. Et ensuite, j'ai amélioré à chaque fois de 5 minutes mon chrono. C'est vrai que c'est une distance aussi que je ne connaissais pas. Et donc, je connaissais pas vraiment mes capacités. Déjà, en faisant 2h39, je me sentais bien. Mon objectif, c'était de faire 2h40, enfin 2h45, pardon. C'est vrai que du coup, quand on se connaît pas sur cette discipline-là, cette distance-là, on n'ose pas trop, en fait, partir trop vite parce que on sait pas ce que ça va donner à la fin. Et au final, plus tu en fais, plus tu apprends à te connaître, et avec l'entraînement aussi, tu progresses. Donc, c'est vrai que ma progression, elle a été quand même exponentielle. Et mais voilà, c'est des choses que tu peaufines à l'entraînement et aussi en pratiquant tout simplement plusieurs marathons, quoi, en acquérant de l'expérience. En allant chercher ces minima du côté de Valence en décembre 2023, est-ce que tu pensais cette marque chronométrique atteignable, ou est-ce que tu t'es dit à un moment donné c'est peut-être un petit peu trop haut, sachant que j'ai pas une grosse expérience du marathon, hein, tu l'as dit, c'était un petit peu une découverte pour toi seulement après 2-3 courses. Comment tu l'as abordé et quelle a été la joie une fois la ligne d'arrivée passée?
Bah déjà, c'était Valence et les minima. C'était un objectif que je préparais depuis janvier-février déjà. Donc c'était vraiment l'objectif. L'objectif, c'était de passer déjà dans les 2 heures, exactement en dessous des 2h30 sur mon marathon intermédiaire, c'est-à-dire en avril de cette même année, l'année dernière, pour avoir un premier palier, parce que mon ancienne marque était de 2h34. Donc ça faisait déjà progresser de 4-5 minutes, pour ensuite aller chercher les minima qui étaient encore du coup plus bas. Et donc le premier objectif intermédiaire, donc de 2 heures, en dessous de 2h30, avait été validé en avril. Et donc j'ai vraiment travaillé dur aussi pour aller chercher 2h26-50. Mais voilà, c'est quand même beaucoup de choses que j'avais mis en place, des choses que j'avais pas faites auparavant, parce que voilà, je travaillais plus, j'ai pu allonger les kilomètres, bien privilégier la récupération et tout ça. Et donc pour moi, c'était vraiment l'objectif de l'année 2023. Et il y avait pas de, je savais que c'était très ambitieux. Au fond de moi, j'étais pas sûre de pouvoir le réaliser, mais je me suis dit, ben tu donnes tout, tu tentes tout. Et je m'étais vraiment forgé un mental aussi pour réaliser ça. Et le jour de la course, ça s'est pas super bien passé au niveau des allures et des sensations. Mais le mental a réussi à prendre le dessus pour aller chercher les minima. Et donc à quelques kilomètres de l'arrivée, je savais que ça allait être dans la poche. Je commençais à me réjouir un peu, mais je restais quand même concentrée. Et ensuite, à l'arrivée, c'était vraiment une joie immense en constatant que j'avais réalisé des minima. Tu l'as réalisé seule ou, comme on en discutait avec Méline, elle avait un lièvre qui a malheureusement craqué au 30e. Comment tu as mené cette course? Seule de bout en bout ou accompagnée? Non, j'étais accompagnée d'un ami qui est athlète au cas aussi, il s'appelle Gabriel Briand. Et donc, lui, il vaut 2h18 sur marathon, si je dis pas de bêtises. Et donc, il avait déjà les jambes pour m'emmener en fait sur mes 2h26. Et donc, il m'a accompagnée déjà sur mon marathon à Rotterdam en 2023. Le marathon, je fais en dessous de 2h30. Et ensuite, on a renouvelé l'expérience sur Valence pour les minima. Et donc, voilà, c'était chouette expérience. Et d'ailleurs, ça nous a permis de nous rapprocher. On est devenus amis. Donc, c'est chouette, quoi, de partager ces expériences et ces moments de vie. Alors, malgré les douleurs qui doivent exister après la course, tu as quand même cette satisfaction, cette joie immense d'avoir décroché ces minima. La qualification, elle était automatique pour la fédération et le ministère des Sports mauriciens. Comment ils l'ont accueilli? Est-ce que ça a généré encore plus d'engouement par rapport à ta popularité dans le monde du sport sur l'île Maurice? Alors déjà, avec la fédération, en fait, c'est plus moi qui dois aller chercher les infos que eux qui me les donnent ou qui me l'envoient. Donc c'est plutôt moi qui suis partie les voir en leur disant voilà, j'ai réalisé les minima, donc normalement je suis qualifiée pour les Jeux, comment ça va se passer, etc. Ils n'avaient pas trop d'éléments de réponse. D'ailleurs, ce que je savais pas, c'était voilà, comme j'ai réalisé des minima, il y a 2 règles pour se qualifier aux Jeux, c'est soit de réaliser les minima, soit de faire partie du top 80 mondial. Et donc moi j'avais réalisé des minima et je me posais la question de voilà, si je suis pas dans le top 80 mondial, est-ce que du coup, si par exemple je suis 83e, malgré que j'ai réalisé des minima, est-ce que je serais prise pour les Jeux? C'était un peu l'incertitude jusqu'à fin janvier, parce que au 30 janvier, en fait, on avait la qualification officielle si on était parmi les 62 premiers du ranking. Donc moi j'ai eu ma qualification officielle, officielle entre guillemets, puisque après j'ai jamais reçu une confirmation officielle de ma fédération ou de la World Athletics ou autre me disant que j'étais qualifiée, mais j'avais respecté toutes les conditions du règlement, et voilà. Et après on a pas mal échangé avec ma fédération sur les modalités pour aller au jeu, et voilà. Et sinon, concernant ma popularité, oui, forcément ça, je suis de plus en plus suivie, et donc ça joue forcément sur un événement comme ça. Est-ce que tu es sûre, Marie, là, au 2 juillet,
que tu seras bien aux Jeux Olympiques? Parce que tu dis ne pas avoir reçu de confirmation. Est-ce que c'est sûr, le 11 août, tu seras au départ du marathon? Oui, je suis sûre. Alors, comment tu as ensuite entamé cette préparation sur ce début d'année 2024? Comment ça se découpe jusqu'à cette échéance du 11 août prochain? Là, je suis à Font-Romeu pour un stage en altitude. Je pense que je vais rester ici soit jusqu'à l'ouverture des Jeux, soit jusqu'à fin juillet. Et donc, le but ici, c'est de s'entraîner en altitude, donc de bénéficier de tous les bienfaits de l'altitude et de vraiment se focaliser sur l'entraînement puisque, comme je suis là, ma seule préoccupation de la journée, entre guillemets, c'est vraiment de m'entraîner et j'ai aussi croisé pas mal d'athlètes aussi qui préparent les Jeux, donc on peut faire des séances en commun et ça c'est super intéressant pour pouvoir bénéficier de l'effet de groupe et s'entraîner ensemble. Avec un petit peu de dénivelé, parce que sur le parcours il y en aura, sur ce Exactement. Parcours parisien. Comment tu l'abordes? Et du coup, ici à Font-Romeu, on est servi niveau dénivelé, on en trouve de partout, donc c'est bien pour préparer une telle échéance. Comment je l'aborde? Je t'avoue que j'ai repéré plusieurs fois le parcours qui me fait quand même très peur parce qu'il est sacrément exigeant et je l'appréhende quand même pas mal. Je pense que déjà la stratégie de course sera pas du tout la même que sur un marathon plat puisque là il y a 2 grosses montées, 2 grosses descentes, sans parler de toutes les petites relances qu'il y a souvent sur le parcours parce que c'est à Paris. Voilà, on pourra plus se fier à l'allure au kilomètre, chose qu'on fait en général sur un marathon plat. Là, il faudra vraiment se connaître, s'écouter et aussi en fait pouvoir encaisser cet enchaînement de montées, descentes. Mon objectif, c'est de faire une course en gestion et d'essayer de me connaître le mieux possible pour pouvoir donner le meilleur de moi-même tout au long du parcours, sans avoir de coups de mou ou de craquer sur une côte ou dans une descente et voilà. C'est là peut-être que ton atout trail va pouvoir être joué, c'est-à-dire que tu as cette habitude d'enchaîner les montées, les descentes, les expériences de ces courses au long cours dans les montagnes peuvent être un atout pour toi. Oui, ça peut être un atout pour moi. J'espère avoir une mémoire musculaire. Bon, là, c'est des choses que je pratique à l'entraînement, un peu des côtes et des choses comme ça. Après, le trail, ça fait quand même un moment que que j'en fais plus parce que du coup depuis fin 2022 en fait, je fais plus de trail. Donc ça fait 1 an et demi. Donc j'espère que du coup ça m'aidera quand même sur un parcours comme celui-ci. Après je travaille quand même tout ça à l'entraînement aussi. Est-ce que tu as axé un travail spécifique en renforcement musculaire pour préparer ton corps à l'effort avec cet enchaînement de grosses montées qu'on ne retrouve pas sur tous les autres marathons les plus roulants sur la planète? Oui, j'ai du renforcement musculaire, enfin plutôt de la musculation avec des poids pour préparer l'objectif et je trouve que ça m'aide pas mal. Donc voilà. Et sur un plan du volume par semaine, ça représente combien de kilomètres? Moi, je suis toujours impressionné par ces enchaînements de kilomètres. Est-ce que c'est la clé pour vraiment avoir des résultats? Je me pose la question parce que des personnes me disent tu ne bornes pas assez. Est-ce qu'il faut borner pour performer? Moi j'ai eu 2 coachs qui sont pas dans cette optique vraiment de borner là. J'ai été accompagnée depuis mes débuts en fait par Pascal Balducci qui lui est plus sur du qualitatif et pas forcément beaucoup de kilomètres. Et ensuite c'est Jean-Claude Volmer qui a pris son relais et lui il était dans la même optique que Pascal. Donc lui, il me fait pas beaucoup borner. Après, c'est moi qui rajoute. Par exemple, ces derniers temps, j'ai pas mal rajouté de moi-même en discutant avec lui aussi, en le tenant au courant. Mais lui, il n'est pas forcément d'une école où il faut vraiment faire beaucoup de kilomètres. Mais moi, je sais que j'ai aussi besoin de ça pour me rassurer un petit peu, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup.
les gens qui bornent beaucoup. Le marathon, c'est une discipline qui se popularise et de plus en plus de gens en font. Même on a constaté chez les Françaises que de plus en plus d'athlètes montent sur marathon. Donc on est confronté à plusieurs perspectives d'entraînement différentes, en fait, visions d'entraînement différentes. Et c'est vrai que des fois on a tendance à se comparer, pas forcément, c'est pas forcément bien. Mais donc oui, je bornais pas forcément beaucoup avant, et là de plus en plus, je progresse et j'essaye de rajouter des kilomètres pour voir aussi si je peux accumuler tout ça. Mais c'est vraiment dans une perspective de progression, c'est-à-dire que je monte progressivement sur le kilométrage. La semaine dernière, par exemple, j'ai fait ma plus grosse semaine je crois que c'était 185 km à pied. Mais bon, au final, ça veut pas forcément dire grand-chose, parce que cette semaine-là, par exemple, j'avais fait 0 vélo, alors que souvent je fais au moins un jour de vélo dans la semaine. Donc ça diminue tout de suite de 25 à 30 km la semaine. Et parfois, l'après-midi aussi, je double avec du vélo et pas de la course à pied. Donc au final, c'est pas forcément représentatif de l'entraînement que tu fais, parce que tu peux aussi faire des sports portés à côté. C'est pas donné à tout le monde aussi de pouvoir borner autant. Et pour en revenir sur la semaine dernière dont je parlais, j'ai eu des petites douleurs au pied par la suite, ce qui fait que la semaine suivante, j'ai allégé complètement. Alors je me suis dit chouette, j'ai pu aller jusqu'à autant de kilomètres, mais en fin de semaine, après, j'ai eu une petite gêne, donc j'ai vraiment ralenti sur la semaine suivante pour pas me blesser. Donc au final, j'ai fait une semaine à 180, 185 et une autre à 80. Donc au final, c'est pas forcément peut-être que j'aurais dû rester comme les fois précédentes à une semaine plus cool à 130 ou 150. Voilà, je pense qu'en général, mes semaines tournent dans les 130, 140. Depuis les dernières semaines, je suis montée à 150, 160. Et voilà, mais je pense que dans les 150, j'ai expérimenté plusieurs semaines à 150 et pour moi, ça me convient bien. Je pense qu'au-delà, c'est un peu plus compliqué. Voilà, je pense qu'il faut apprendre un peu à se connaître aussi. Le fait d'avoir expérimenté une semaine aussi avec beaucoup de kilomètres, ça me permet de connaître mes limites aussi, d'adapter. Je dis pas que je referai pas ce genre de semaine, sans doute que je reproduirai. Mais voilà, je pense que il faut aussi se connaître et apprendre à se connaître. Et ça fait partie du plan d'entraînement, c'est-à-dire que rien n'est figé, et on voit beaucoup de personnes, moi j'en ai côtoyé, et j'ai peut-être fait cette erreur-là à un moment donné de vouloir absolument respecter le plan à la lettre, sauf que si on ne s'écoute pas, et tu l'as dit, c'est les petits bobos, les petites blessures qui surviennent, et si on pousse encore plus loin, c'est la blessure assurée, et c'est absolument pas possible quand tu es athlète professionnel comme tu l'es, et pour toutes les personnes qui préparent un objectif, même sur le plan amateur, d'être à l'arrêt trop longtemps. Donc tu arrives à nuancer, à composer, et c'est là que la relation entraîneur-entraîné a son importance, parce que tout n'est pas descendant, tout n'est pas directif. C'est pas que ton entraîneur qui met en place les séances. Toi, tu as ce retour terrain. Comment tu effectues d'ailleurs ce retour terrain? Est-ce que cet entraîneur, Jean-Claude Volmer, te demande un ressenti après séance, le niveau de difficulté, ce fameux RPE comme on entend parler? Comment vous fonctionnez dans cette relation entraîneur-entraîné? Déjà, on échange par WhatsApp, messages et téléphone. Donc moi, je lui envoie toutes mes séances qualitatives. Après chaque séance, je lui envoie avec du coup le cardio, les chronos, etc. Et après, donc ça c'est 2 à 3 fois la semaine. Et ensuite, sinon sur le reste, c'est principalement des footings actifs, des footings, des choses comme ça. Je lui envoie pas. Je suis son plan. Des fois, j'adapte, je fais plus, ou parfois je fais moins. Je remplace, je décale. S'il y a des gros changements, je lui dis, ou sinon, je lui dis pas forcément, quoi. Sur le plan un petit peu annexe, Marie, est-ce que pour l'alimentation, tu as aussi un accompagnement spécifique? Est-ce que sur le plan mental, ça nécessite des séances et un entraînement particulier? Est-ce que ce sont des composantes que tu as mis dans ton écosystème, comme on l'évoquait en début d'épisode? Alors, niveau préparation mentale, non, j'avais déjà eu de l'aide de quelqu'un il y a plusieurs années, mais je me retrouvais pas forcément dans cet accompagnement. Voilà, moi j'en ressens pas le besoin pour le moment. Je préfère accorder ce temps en fait que je dédie à
cette préparation mentale, pour faire autre chose en fait. Des choses que j'ai pas toujours le temps de faire, par exemple des étirements. Et après, niveau nutrition, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup depuis plusieurs années. Et donc, je me suis quand même pas mal informée sur le sujet. J'ai testé différentes choses aussi. Donc, je pense que moi, je peux faire mes armes aussi. Et avec l'expérience aussi, on réalise que il faut vraiment adapter en fait la nutrition aussi à soi. Ce qui marche pour quelqu'un n'a pas forcément marché pour soi. C'est difficile aussi de prendre du recul à ce niveau-là. Et avec tous les courants de pensée qu'il y a sur la nutrition aujourd'hui, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut pas manger. J'essaye de garder la tête froide par rapport à ça, de faire en fonction de mes envies aussi, puisque moi j'aime quand même pas mal de choses aussi. Et j'ai pas envie de trop me restreindre, puisqu'on fait déjà un sport qui est difficile, exigeant, et moi j'ai aussi du plaisir dans l'assiette. Néanmoins, ces derniers temps, j'ai voulu mettre toutes les cartes de mon côté pour préparer les jeux. Donc, j'ai consulté quelqu'un qui m'accompagnait sur l'aspect nutrition et pour savoir aussi si j'avais des carences et si la manière dont je mangeais actuellement était correcte ou pas. Donc, il a pu m'accompagner sur un plan nutritionnel et donc voilà. Est-ce que tu as des aliments réconfort, des aliments qui viendraient de l'île Maurice justement pour te rebooster après une grosse séance? De l'île Maurice, non, mais après, non, plutôt des plaisirs quotidiens ou hebdomadaires, ça dépend. J'aime tout en fait. Donc après, il faut privilégier forcément les aliments qui t'aident le plus à récupérer. Éviter trop d'aliments qui sont pro-inflammatoires aussi, surtout en grosse période d'entraînement. Donc il faut faire un peu en fonction de tout ça, mais je fonctionne aussi à l'envie et donc voilà, j'essaye de jongler avec tout ça en fait. Et sur le plan matériel, on n'en a pas forcément parlé. Est-ce que Hoka te propose des chaussures performance équipées de carbone? Comment tu opères cette rotation, si rotation il y a, au niveau de tes chaussures de course à pied? Alors oui, j'ai beaucoup de chaussures Hoka et par contre, je change pas énormément de modèles. Je reste plutôt sur les modèles que j'aime bien. Principalement la Max 6 là en ce moment pour les footings et après les chaussures à carbone forcément pour la compétition. Ma chaussure favorite c'est la Carbon X2 qui est hyper confort et aussi dynamique et légère pour le marathon. Donc voilà, j'ai trouvé chaussures à mes pieds. Et ça, tu l'expérimentes lors de tes sorties longues? Tu disais footing sans carbone. Pour les autres séances, c'est plutôt quand même avec le carbone. Comment se travaille le pied justement du marathonien avec ces chaussures? Est-ce que tu en ressens vraiment les bénéfices de ce carbone positionné sous tes pieds? Oui, je ressens parce que quand je fais des séances sans, je sens que je suis moins aidée. En fait, la carbone, c'est une aide, c'est une propulsion, c'est un effet boost. Donc, tenir une allure marathon, c'est plus facile avec des chaussures carbone que sans chaussures carbone. Alors, jusqu'à cette Olympiade parisienne, le 11 août, on est vraiment à la toute fin des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu seras redescendu de Font-Romeu? Tu vas poursuivre l'entraînement. Il y aura une période peut-être d'affûtage, ce qui ne veut pas dire que tu iras à la plage du côté de Montpellier, loin de là. Mais quel va être ton emploi du temps? Les semaines vont continuer à être relativement chargées. Comment tu opères cette période? Ah si, je pense que j'irai à la plage. Je travaille dur là en stage et après si je redescends fin juillet, je vais forcément alléger 2 semaines, 10 jours avant l'échéance. En général, la dernière semaine, je fais pas beaucoup d'activités parce que je veux vraiment garder en fait déjà arriver avec de la fraîcheur, mais aussi arriver avec l'envie en fait vraiment de courir. Donc c'est pour ça que la dernière semaine, je cours pas tous les jours pour vraiment préserver cette envie en fait. Et donc justement, je pense que les 10 derniers jours, ça va être plutôt se relâcher, se décontracter, penser à autre chose, faire autre chose aussi, pour éviter d'être de penser marathon quoi. Voilà.
Marie, à quelques encablures de la ligne de départ, quelles seront tes pensées, quels sont tes objectifs sur ce marathon olympique du côté de Paris dans quelques semaines maintenant? Mon objectif sera de faire une course en bonne gestion, de donner le meilleur de moi-même, mais vraiment de bien gérer mon effort parce que c'est un marathon particulier du fait du fort dénivelé qu'il y aura. C'est difficile de se donner un objectif chronométrique. C'est certainement pas sur un parcours comme celui-ci que je ferai un record. Et en termes de classement, c'est également compliqué parce que je ne connais pas le niveau des concurrentes sur les montées ou sur les descentes. Donc voilà, j'ai vraiment comme référentiel ma propre performance, mon propre ressenti, et donc composer avec les éléments le jour J le mieux possible. Est-ce que tu seras encouragé, porté par toute l'île Maurice? Est-ce que des proches ont prévu de venir te supporter et t'encourager le long du parcours? Oui, alors j'ai ma famille qui sera sur les chemins, également des amis, mon copain, des Mauriciens aussi, pas mal de Mauriciens, et bien entendu tous ceux qui me suivent à distance. Et est-ce qu'après cette compétition, tu vas t'octroyer quelques semaines, quelques jours de vacances sur l'île Maurice pour fêter, célébrer toute cette préparation, tous ces efforts consentis pour préparer au mieux ce marathon? Alors, pas l'île Maurice, mais par contre, je vais profiter de belles vacances en France parce que mes parents et ma sœur seront en France pour les vacances. Et donc, je pourrai profiter de bons moments en famille et donc, je suis ravie de pouvoir vivre ces moments-là avec eux. Marie, avant de conclure l'épisode, pour les invités, notamment quand c'est la première fois qu'ils viennent sur le podcast À côté de mes pompes, j'ai la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es justement à côté de tes pompes, c'est-à-dire une journée où il n'y a pas de sport, d'activité sportive au programme? Passer du temps avec mes proches, tout simplement. Ça peut être sur n'importe quelle activité, mais voilà, passer du temps juste avec mes proches, quoi. Alors, si des auditeurs, des personnes qui souhaitent en savoir plus sur toi et potentiellement t'accompagner, par quel biais on peut venir jusqu'à toi? Par quel moyen? Par quel réseau? Par Facebook, Instagram ou LinkedIn. Je suis active sur les trois. Très réactive sur Instagram aussi, plutôt. Mais sinon, non, je consulte mes réseaux sociaux tous les jours et par mail, bien entendu. Donc. Bon, je remettrai tous ces liens dans les notes de l'épisode. Merci Marie d'avoir accepté l'invitation du podcast. Je vais te souhaiter une belle préparation jusqu'à ce marathon olympique et peut-être nous croiserons-nous sur les allées Paul Riquet du côté de Béziers une fois le marathon effectué. Exactement. Merci beaucoup pour ton accueil. Et chers auditeurs, je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire. Ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.